Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien de là où vous êtes et merci d'abord de regarder cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, je dis c'est pas par hasard, je crois pas au hasard. Donc, et si je fais cette vidéo, c'est pas pour parler de moi, c'est pas pour raconter ce que je fais de ma vie, c'est comment mon expérience peut vous être bénéfique. Donc je suis ostéo, je travaille en nutrition et ma spécialité c'est la mobilité. Donc en général, les personnes, quand elles rentrent dans mon cabinet, c'est qu'elles ont perdu leur mobilité, qu'elle soit articulaire, qu'elle soit musculaire, qu'elle soit tissulaire, qu'elle soit cellulaire, qu'elle soit, bon, on peut aller énergétique, on peut aller vibratoire, on peut aller jusqu'à différents plans. Mais en tout cas, on a perdu une mobilité quelle qu'elle soit. Et là où je voudrais en venir, c'est que j'entends très souvent qu'on me dit « Alors voilà, je me suis levé ce matin et je me suis levé avec un torticolis, voilà, est-ce que vous pouvez me remettre en place ?» ou « J'ai une douleur d'épaule et ainsi de suite. » Donc quand on est dans un cas de chute, de trauma direct, on a pris une gamelle en ski, on a sorti son chien, le chien a tiré d'un coup sec, on a joué avec ses enfants, on l'a pris sur le cou, et il a appuyé ou il a marché avec le pied là où il fallait pas, ou enfin un geste qu'on n'a pas vu venir. Et donc ça, oui, ça c'est, on va dire, un autre chose. Donc c'est un sujet à part que je traiterai dans une autre vidéo éventuellement. Mais là où je voudrais aller aujourd'hui et mettre le focus, c'est les douleurs chroniques. Il y a quelque chose d'hyper important, c'est qu'on interagit constamment avec son environnement. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est notre environnement qui va avoir un impact sur nous. On n'influence pas son environnement. C'est l'environnement dans lequel on est qui influence notre corps et tout notre ensemble, notre amas de cellules qu'on est. Et ce que je veux dire, c'est dire l'environnement, c'est le sommeil, c'est l'hydratation, c'est la flexibilité, c'est la qualité nutritionnelle et le stress émotionnel, donc environnemental. Et encore une fois, ce stress environnemental, c'est toute une question de perception. Donc en fait, c'est votre perception qui détermine votre réalité. Et vous prenez deux personnes, vous leur montrez toutes les deux la même chose, ou elles témoignent toutes les deux d'une scène, ou de quelque chose qui se passe, ou d'un accident, ou d'un événement, de quelque chose d'agréable. Et on interviewe ces deux personnes vont avoir un témoignage différent. Ça peut des fois se ressembler ou être similaire, il y a des fois ça peut être complètement différent. Et cette différence, elle n'est pas là qu'il y a une personne qui est plus juste que l'autre, où on va débattre sur la vérité ou pas. Et c'est la réalité de chacun. Donc ces personnes-là vont témoigner de ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont perçu. Donc ce qu'elles perçoivent, c'est ce que leur cerveau a interprété, a lu, a décodé de cette situation, et donc a transcodé ça, quelque chose de subjectif, donc une situation, on va toujours pouvoir dire non mais ça c'est la réalité. La réalité néanmoins, elle est unique à chacun, donc chacun a la sienne. Et votre cerveau, donc, il va avoir, en fonction de la perception qu'il va avoir de la réalité, de ce qu'il voit, donc c'est une question, on va dire, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et si je vois le verre à moitié vide, eh bien, je vais sécréter un certain nombre de substances au niveau de mon cerveau qui sont des substances de stress, d'alerte, qui vont stimuler mon corps, dire bon tiens attention, il y a un danger, il y a les centres de la peur, il y a pas mal de choses qui vont être activées. Et donc toutes ces substances que mon cerveau va fabriquer, eh bien ça va se déverser dans le sang et ça va aller dans le corps. Et donc ces substances-là, chaque substance a un récepteur, sinon il n'y a pas d'intérêt pour le cerveau de produire quoi que ce soit s'il n'est pas reçu nulle part. Donc chaque récepteur et chaque substance, neurotransmetteur en particulier ou hormone, eh bien, va fonctionner ensemble avec sa cible. Donc encore une fois, vous avez bien compris que le cerveau c'est le chef d'orchestre en fonction de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. Eh bien,
Donc ce chef d'orchestre, il va déterminer, il va dire bon ben on va activer telle partie, on va activer la thyroïde, on va activer la fréquence cardiaque, on va augmenter le cœur, on va activer les centres respiratoires, on va ventiler plus, on va hérisser le poil, ou on va commencer à transpirer par la sudation, on va se mettre à envoyer le sang dans les muscles parce qu'il faut courir parce que voilà, c'est une situation de danger, donc il faut que je mette tout en place pour pouvoir augmenter mes chances de survie. Et donc, je dilate mes pupilles, et ainsi de suite, de vasodilatation. Bon, il y a toute une cascade de choses. Donc, vous voyez que juste, en fait, une perception d'une situation qui détermine la réalité que vous allez expérimenter, eh bien, ça a un impact physique sur le corps. Le meilleur exemple, et j'adore le prendre, celui-là, c'est vous faites, par exemple, un rêve ou un cauchemar. Eh bien, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va augmenter, la fréquence respiratoire va augmenter, vous allez avoir les muscles qui vont se contracter, vous allez transpirer, mais en fait, vous êtes juste dans votre lit, en toute sécurité, confortablement sous votre couette en général, ou sous votre drap, et dans la réalité, factuellement parlant, on va dire, il n'y a pas mort d'homme, il ne se passe absolument rien. Mais votre réalité, elle vous a fait vivre toute autre chose. Donc, encore une fois, c'est le système nerveux central qui a envoyé un certain nombre de signaux à tous les organes et glandes périphériques à fabriquer et à se mettre en action ou pas. Et donc, le rapport qui est là, c'est que vous voyez encore une fois que même si on a levé un pack d'eau, on a levé une charge, etc., l'environnement dans lequel le corps était au moment où il a fait ça est hyper important. Donc, si j'ai eu une dispute, j'ai eu un différend avec mon boss, je me suis accroché avec un ami, mon voisin, ma voisine, je suis en voiture, on m'a coupé la route ou j'ai frôlé un accident, etc. Mon système nerveux, il est actif, il a été activé. Et donc, il a eu un impact assez conséquent et direct sur mon corps. Et une partie structure du corps qui est très sensible à ce stress, c'est le fascia. Et ce fascia, c'est vraiment quelque chose qui est situé partout dans votre corps. Donc ça vous couvre de la tête jusqu'aux pieds, de la superficie jusqu'à la profondeur jusqu'à la superficie. Et donc c'est celui qui lie tout à tout. Et ce fascia, il est sensible à principalement 3 choses. Votre niveau d'hydratation, la quantité d'eau que vous avez bu, de préférence de l'eau, votre souplesse, donc votre flexibilité, donc votre mobilité globale, et votre stress émotionnel. Donc on a ces 3 éléments qui sont primordiaux pour la santé de ces fascias. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ces fascias, ils sont partout. Et qu'est-ce qui se passe si ce fascia réagit face à ces éléments-là? Si cet équilibre est perturbé, ils vont se rétracter. Donc, si je vous donne par exemple une combinaison de plongée, donc qui représente ces fascias-là, si je vous donne la bonne taille, vous enfilez cette combinaison et vous dites en fait je suis super à l'aise, c'est comme une deuxième peau, je la sens, en fait je la sens même pas. Si je vous donne cette même combinaison et je la donne 2 tailles en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez lever le bras, vous avez le genou qui va se plier. Ou quand vous allez incliner la tête, vous allez avoir l'impression que ça va tirer ailleurs. Donc vous voyez que cette tension, cette trame et ce filet tissulaire de tissu conjonctif qui est donc sous votre peau, entre les muscles, entre les muscles et l'os, pourtour de l'os. Donc ça a tous les différents noms sous une forme de périos ou aponévrose, sous les cloisons intermusculaires, les loges musculaires. Ça peut être la faute du cerveau, la tente du cervelet. Ça va être l'hypoderme. Ça a plein de noms différents, le péritoine, la plèvre, le péricarde. Donc on peut citer un nombre incroyable de structures qui finalement sont en fait du fascia et qui s'apparentent au fascia, qui réagissent surtout comme le fascia. C'est ça qui est important. Et donc l'environnement dans lequel vous allez vous mettre va avoir un impact sur ce fascia. Donc pareil, si je me dis si je commence à moins bien dormir, si je commence à moins m'exercer, si je fais moins d'étirements, si je m'alimente pas correctement, donc je crée plus de toxines ou de déchets, ou je change l'équilibre acido-basique de mon corps, tous ces éléments-là, ils vont avoir un impact. Donc tout à l'heure j'ai traité aussi le stress émotionnel. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on peut malgré tout
plus ou moins contrôler. Je contrôle l'heure à laquelle je vais me coucher, je contrôle comment je compose mon assiette, je contrôle la quantité d'eau que je vais ingurgiter dans la journée, je peux contrôler comment je réagis face à une situation. Ça demande de l'entraînement parce qu'on réagit souvent de manière instinctive, surtout quand on a peur, mais c'est très souvent des anciens programmes qui ont été établis pour déterminer la meilleure stratégie de survie face à quelque chose qui était perçu comme un danger ou une grande peur, du moins. Et tout ça dans le but simple d'augmenter ses chances de survie. Et donc, vous allez pouvoir déterminer, essayer de jouer sur tous ces facteurs-là. Et ces facteurs-là, étant donné qu'ils impactent les fascias et que les fascias sont partout et qu'ils englobent certaines structures, ils séparent certaines structures, ils permettent à des structures de s'attacher l'une à l'autre et ainsi de suite. Donc, vous voyez en fait l'impact et le pouvoir d'action que vous avez sur votre propre corps. Et c'est là où je voudrais vraiment vous inviter et vous encourager à vraiment considérer ces éléments-là parce que c'est ce qui va déterminer et ce qui va vous redonner votre pouvoir, votre force de prendre votre santé en main et de déterminer, en fait, même si j'ai eu des chronicités, j'ai eu des lombalgies pendant des années, j'ai eu 10 ans, 20 ans de maux de dos parce que c'était dans la famille, parce que voilà. Ensuite, c'est de reprendre point par point tous ces éléments et de se dire en fait où c'est que je me suis failli à moi-même. Bien évidemment, si vous ne savez pas où commencer, ou vous ne savez pas qu'il y a trop de trucs et que c'est difficile à décoder, bien évidemment, vous pouvez toujours venir me voir, vous pouvez me poser des questions. Je vais essayer de répondre au mieux possible à vos questions et à vos mots, même si des fois on ne peut pas se voir. Mais le fait d'informer et de s'éduquer un petit peu plus et d'aiguiller, de dire tiens, explore un petit peu ce côté-là, va voir un peu du côté de tes étirements, va voir combien tu t'hydrates, qu'est-ce que tu manges, comment tu composes ton repas, combien tu dors, la quantité de sommeil, est-ce que tu dors bien, la qualité de ton sommeil, est-ce que tout ça c'est bon, donc, est-ce que tu es stressé, dans quelle situation tu es en ce moment, l'émotion, quelle est l'émotion qui te gêne. Donc tous ces éléments-là, on peut faire énormément de choses, même si on ne peut pas se voir directement, même à distance, mais encore une fois, il faut, après avoir reconnu, identifié, accepté et avoué, il manque un truc primordial, c'est l'action. Rentrer en action. Donc, quelle stratégie, quel plan d'action on va mettre en place pour pouvoir justement changer cet équilibre. J'adore ce proverbe et cette citation américaine et qui dit toujours, je la fais en français, pas en anglais, sinon on va dire, oh, il se la raconte. Mais si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Et c'est tellement logique, on peut l'extrapoler. On va dire, si vous semez toujours de la même façon, vous allez toujours récolter de la même façon. Donc, si la récolte ne vous convient pas, il faut semer différemment, cultiver différemment. Donc, pareil avec votre corps. Votre corps aujourd'hui témoigne d'un certain équilibre ou déséquilibre. Et donc, c'est pas bien mauvais, c'est juste que ça va vous générer un certain inconfort ou pas. Et cet inconfort qui génère, c'est ni plus ni moins une communication que le corps essaie d'établir avec vous. Et donc de dire, tiens, la douleur, j'ai pas envie d'entendre parler, laisse-moi tranquille, ignore-moi, fous-moi la paix parce que c'est désagréable. C'est couper la communication avec votre corps. Donc les anti-inflammatoires, les antidouleurs, oui, des fois c'est bien, je dis pas, je crache pas dessus et je ne dis pas qu'il faut jamais en prendre, mais posez-vous toujours la question, le message de douleur, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est l'invitation? C'est une invitation au changement, mais une invitation à quel changement? Ça, c'est à vous de déterminer. Et c'est là où un professionnel de santé, quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un qui est souvent extérieur à la vie, qui a une vision d'ensemble et qui a une capacité donc d'analyse un peu plus importante, va pouvoir vous aider, vous aiguiller et vous dire, c'est ça qu'il faut changer. Parce que, je vais très sincèrement, je vais vous dire, prenez un médicament, c'est génial que ça existe, ça nous sauve, ça a sauvé des vies, ça donne du confort, ça donne une deuxième chance, c'est génial. Mais il y a toujours une liste d'effets désirables et une liste, ça ne rentre même pas dans le cadre, d'effets indésirables possibles. Et donc on se dit, si j'ai une liste d'effets indésirables comme ça, comparé à une liste d'effets désirables comme ça, voilà, il faut peser le pour le contre. Et à partir du moment où on est capable déjà d'induire dans sa propre vie un certain nombre de changements, souvent, l'équilibre global va changer. Et donc, l'inconfort va changer. Et les piliers fondamentaux, on est des êtres humains et on est tous différents, mais on est quand même régis par les mêmes règles physiologiques. Et donc, ce que j'entends par là, encore une fois, je le reprends, c'est le sommeil, c'est l'hydratation, c'est l'alimentation, c'est l'exercice physique et donc la mobilité, mouvement, l'activité
Et le dernier, c'est la perception, le stress, l'émotionnel, l'anxiété, donc tout ce qu'on regroupe du côté plutôt psychique. Et c'est pas cloisonné, tous ces éléments ne sont pas séparés. Tous ces éléments, c'est une trame, c'est une maille, et c'est complètement... ça fonctionne ensemble, c'est indissociable. Donc on ne peut pas dire parce que je dors plus, du coup je peux boire moins, parce que j'ai plus respiré, j'ai besoin de moins bien m'alimenter. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils sont tous nécessaires parce qu'ils sont vraiment les fondations, c'est la pyramide, la base de la pyramide de votre corps. Et c'est sur ça que vous allez construire. Et si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le corps manifeste un déséquilibre, une douleur, et effectivement, plus la douleur est grande et plus la maladie est conséquente, souvent, moins les bases sont bonnes et moins elles sont solides. Donc, il faut repartir sur des bases. Prenez simplement par priorité, si vous ne savez plus quelle priorité, c'est pendant combien de temps je peux me passer de ça. Pendant combien de temps vous pouvez vous passer de manger. Bon, ok. J'entends déjà des gens qui me disent « Moi, je ne peux pas me passer de 3 heures ou de 4 heures sans bouffer parce que j'ai la dalle et sinon, il n'y a rien qui va. Je deviens agressif, je commence à péter un plomb. » Non, ok. Mais physiologiquement parlant, on peut passer des semaines, voire des mois sans manger. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de le faire. Mais par exemple, le jeûne, c'est un très bon exemple pour montrer que au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, on ne tombe pas raide, mort. Et dans un sujet, entre guillemets, globalement pas trop déséquilibré, donc je ne parle pas d'anorexie de cas extrême, mais on est capable d'encaisser le manque de nourriture. On a des fois plus de mal à encaisser en fait une nourriture qui est toxique, qui est mauvaise au quotidien qu'une absence d'alimentation sur une période prolongée. Donc ça, c'est pour l'alimentaire. On va passer sur quelque chose d'autre. On va prendre par exemple l'activité physique. Donc pendant combien de temps on peut se permettre de ne pas bouger? Déjà, quand vous avez passé 8 heures sur une chaise, vous êtes au bureau. Allez, je prends un autre cas extrême qui parle à beaucoup de gens. Un voyage en train, un voyage en avion ou en voiture, ou c'est pas vous qui conduisez. Pendant combien de temps vous êtes capable de rester assis? Et à un moment donné, il va falloir que je me lève, faut que je tente, faut que je bouge, il faut que je m'étire parce que je sens que je suis en train de me crisper, j'ai des douleurs qui viennent, tout simplement parce qu'on n'a pas été conçu pour ne pas bouger. C'est encore une fois, les anglophones, ils ont un super terme. Ils disent que la position assise, la sédentarité, c'est le nouveau tabagisme, pour dire c'est un fléau. Et parce que ça touche énormément de personnes. Physiologiquement parlant, on commence à développer des signes d'insulinorésistance à partir d'1 heure de position inactive, pour vous dire qu'on doit rester en mouvement, à quel point le corps commence à s'adapter, à essayer de changer son équilibre. Et donc ça, c'est pour le mouvement. Et le mouvement, si vous ne bougez pas assez, vous perdez votre mobilité, vous perdez votre amplitude de mouvement, vous perdez votre liberté de mouvement, vous perdez votre indépendance. Et c'est un truc que vous n'avez pas envie de perdre. J'ai des personnes, des fois, en fait, elles sont tellement peu souples que si elles tombent par terre, elles sont incapables de se lever. Et encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'une fois, si on en arrive là, il faut bosser pour réacquérir, pour se réapproprier la souplesse qui est notre liberté, notre indépendance. Et je vous assure que des gens qui travaillent régulièrement leur souplesse, qui font du yoga, qui font de la méditation, qui font etc., j'en vois beaucoup moins que des gens qui sont sédentaires. Et alors qu'on se dit, pourtant c'est celui qui lève des charges, celui qui serait dans le jardin, dans le bâtiment, celui qui porte lourd, etc., qui devrait plus se blesser. Ça arrive, mais beaucoup moins que celui qui fait rien, qui est assis derrière son bureau. Donc qu'est-ce qui tue finalement? C'est la sédentarité, c'est le manque de mobilité, c'est le manque de mouvement. Donc ça, c'est pour le mouvement. Ensuite, on va passer sur un autre élément qui est le sommeil. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On se dit, ouais, moi j'ai jamais beaucoup dormi et puis c'est bon, ça va. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir passé une mauvaise nuit ou une nuit courte. C'est-à-dire pour tous ceux qui ont un sommeil perturbé, ceux qui sont des jeunes parents, qui ont des nuits qui sont saccagées, coupées, etc., on se rend compte que le lendemain, on a du mal à fonctionner. Parce qu'on n'a pas récupéré, on n'a pas rechargé, on ne sait pas réparer, on se régénère la nuit. On grandit pour les enfants, ils grandissent la nuit. On régénère, on fabrique son tissu la nuit. La fibre musculaire, on la casse la journée quand on s'entraîne et on la régénère la nuit. Le sommeil, c'est primordial. Pendant combien de temps vous pouvez passer vos sommeils? Posez-vous les questions. Alors pendant combien de temps je peux ne pas dormir? Combien de nuits blanches d'affilée je peux faire? 1, 2, 3 pour ceux qui sont forts. Et ça s'arrête là. Donc encore une fois, le sommeil, il est plus important encore
que l'alimentation et l'autre élément, ça va être l'eau. Pendant combien de temps vous pouvez vous passer d'eau, de vous hydrater? On peut dire, je crois que physiologiquement, on va aller dans les quelques jours. Il s'agit de 4, 5, 6 jours, une semaine max, mais au-delà, on ne peut pas. On commence à halluciner, il y a tout le déséquilibre parce que vous êtes composé à 65% d'eau pour vous dire vous êtes plus d'eau que humain, on va dire. Donc cette quantité de fluide, il faut la réalimenter, il faut voir que c'est comme si vous vidangez. Donc en fait, vous vous nettoyez, vous enlevez l'ancien et vous remettez du propre. Donc en fait, il faut qu'il y ait un flux. Et donc ça, encore une fois, ça montre la priorité et l'importance de l'eau. Et ensuite, je vais arriver donc à la respiration, l'air. On se dit souvent, ouais, mais respirer, ça se fait tout seul. Oui, on aurait tendance à dire qu'effectivement ça se fait tout seul quand l'environnement est propice et quand tout va bien. Donc quand tout va bien, là vous êtes en train de regarder la vidéo, vous respirez correctement parce que votre attention elle est sur la vidéo, elle est sur ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'annoncer des choses terribles, je suis en train de parler de la physiologie, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, comment est-ce que vous pouvez reprendre votre santé en main et donc tout va bien. Par contre, si je vous fais peur d'un coup et que je monte le son et que je commence à faire des grands gestes et que je commence à imiter des choses que vous reconnaissez qui vous font peur, qui vous créent du souci, etc. Alors en fait, la fréquence ou encore, vous allez vous figer, vous allez arrêter votre respiration, donc vous n'allez plus respirer de la même façon. Donc encore une fois, votre expérience, votre perception de la réalité module votre fréquence respiratoire. Et donc, pas juste la fréquence, mais aussi l'amplitude respiratoire, donc votre ventilation, donc votre charge en oxygène dans votre corps. Et pendant combien de temps vous pouvez ne pas respirer? Allez, 10 minutes. Puis, pour les meilleurs, en général, quand il y a quelqu'un qui s'arrête de respirer, la conclusion elle est assez rapide. Hein. Donc, pour vous dire l'importance de la respiration. Quelqu'un qui ne s'est pas hydraté pendant 2 jours, on ne dit pas, il ne s'est plus hydraté, donc... il est mort. Non, c'est la respiration, c'est le plus important. Et donc, votre corps a besoin d'oxygène. Chaque cellule qui fonctionne de manière aérobique, donc il y a besoin d'oxygène pour vivre. Je dis pour les cellules aérobiques parce qu'il y a des bactéries dans le corps qui sont une fonction anaérobique, donc qui n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner, ils fonctionnent dans un milieu différent, notamment pour les bactéries de la flore intestinale. Et ce qui se passe quand vous êtes en absence d'oxygène, vous allez commencer à fabriquer de l'acide lactique. Donc la nature est bien faite, c'est-à-dire que par exemple l'acide lactique, les lactates sont pour certaines cellules sont capables de sécréter de l'énergie, de l'ATP à partir d'acide lactique. Et donc c'est hyper bien fait parce que c'est une fonction d'adaptation face à un changement du milieu. C'est-à-dire que si vous prenez une apnée de 30 secondes, vous ne tombez pas raide et la vie ne s'arrête pas là. Non, le corps il a continué. Chaque cellule malgré tout qui a quand même besoin d'oxygène, elle commence à fonctionner. Par contre, elle commence à fonctionner différemment. Et donc ces gaz d'échappement vont être de l'acide lactique entre autres et l'augmentation de cette quantité d'acide lactique dans le corps va engendrer et avoir comme conséquence beaucoup plus de crispation, de tension et de raideur dans le tissu. Donc le tissu il se comporte plus de la même façon. Donc encore une fois, pensez à cette combinaison et cette combinaison de plongée qui était super souple, à l'aise et qui allait bien, qui était parfaite, qui était comme une deuxième peau, en fait, tout doucement, elle est en train de se rétracter. Donc en fait, vous êtes de moins en moins à l'aise dans vos mouvements et en fait, vous vous dites, en fait, avant, j'arrivais à faire des mouvements, des grands mouvements, j'étais pas gêné, etc. Et maintenant, je fais les mêmes mouvements et j'y arrive plus. Pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez pas juste remettre un truc en place et hop, ça va aller mieux? Des fois, ça marche. Et quand c'est qu'un blocage purement mécanique, etc., et on pourra encore discuter et piloguer sur dire ouais, mais c'est quoi le terrain dessous qui a fait que ça s'est produit et que le tissu, la vertèbre, le ligament a perdu de son élasticité, ainsi de suite. Donc, mais là, quand le tissu se raidit, vous êtes en pleine capacité, en plein pouvoir et même en pleine responsabilité de faire ce qu'il faut pour justement aller mieux. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est vraiment l'essentiel, c'est la base de votre physiologie, du fonctionnement de votre corps. Et j'ai envie de dire, vous lui devez bien ça. C'est comme votre meilleur ami. Si vous êtes bons amis, c'est parce que vous vous considérez, parce que vous vous respectez, parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre, parce que vous avez envie du meilleur et vous prenez soin de cette amitié-là. Et votre corps, c'est la même chose. Vous êtes indissociable. Votre ami, si à un moment donné, vous commencez à lui manquer de respect, à mal lui parler, commencez à lui faire une cuisine pourrie et que vous faites des aliments qui ne conviennent pas, qu'il n'aime pas,
Votre amitié, vous n'allez pas la garder longtemps. Vous allez vous séparer, etc. Votre corps, malheureusement, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il se sépare de vous parce que le jour où il se sépare de vous, vous êtes mal barré. Et donc cette relation que vous instaurez avec votre corps, c'est d'une priorité absolue. Et vous ne le faites pas pour moi, la seule personne pour qui vous allez le faire, c'est vous d'abord. Et si vous êtes bien, à ce moment-là, vous pourrez profiter de vos économies, de votre conjoint, de votre conjointe, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de votre travail, de vos vacances, etc. Quand votre corps ne fonctionne pas, vous profitez de rien. Et vous savez, c'est arrivé, on a tous eu déjà des douleurs, etc. On devient irritable, on n'a plus de patience, on n'a plus envie de rien, on a juste envie que ça passe. Et donc, c'est juste, encore une fois, quand on voit que quand ça arrive, on n'a plus d'énergie pour quoi que ce soit, donc on n'a plus d'énergie pour profiter, on n'a plus d'énergie, on n'alimente plus son bonheur, on n'alimente plus son bien-être, on n'alimente plus, on est à sec de tout. Et donc on est vraiment, comme on dit, c'est comme si on tombait en rade au milieu du désert. Voilà, on se dit, si je suis arrivé là, si on a la force de se dire, où est ma responsabilité dans la situation qui est celle qu'elle est aujourd'hui? Alors, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de considération, ça demande beaucoup d'introspection, ça demande du temps, de l'analyse et un vouloir changer en disant ça, j'ai plus envie que ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place pour que ces choses, elles changent? Donc là, c'est à vous de décider ce qui va se passer. Bien évidemment, des gens, des thérapeutes, des professionnels de santé qui sont ouverts à cette chance et qui ont vraiment une vision large, on dirait à 180, même à 360 et en 3 dimensions, c'est hyper important parce que c'est pas unifactoriel. Le corps, il est super fort. Il est capable d'adapter dès qu'il y a un déséquilibre, hop, il va compenser de l'autre côté pour faire en sorte qu'on puisse continuer à fonctionner. Mais quand il commence à se manifester, c'est qu'il n'arrive plus à compenser. Donc le tampon de compensation, il est à saturation, il ne peut plus. Et c'est là, on fait le petit truc qui fait ça y est, je me suis coincé et j'arrive plus à bouger, ou la maladie s'est déclarée, ou voilà, il y a un symptôme qui s'est créé parce que il y a trop de poids dans la balance. Et ça, c'est une invitation, encore une fois, c'est une invitation au changement. Et quand on a donc le luxe de pouvoir consulter un thérapeute physiquement, c'est génial. Mais des fois, on ne peut pas. Des fois, on est à l'hôtel, des fois, on est en vacances, des fois, on est avec la famille, on est dans un endroit où on ne peut pas avoir accès à ça. Et c'est là où on se dit, alors je peux compter que sur moi-même pour améliorer ma situation. Ne mettez pas votre santé, ne déléguez pas ça à quelqu'un d'autre. C'est bien, demandez toujours, pensez toujours de cette façon. Je vais demander conseil, je vais demander qu'on me guide, je vais demander un coup de main ou j'ai perdu le chemin, je suis perdu, je ne sais pas par où recommencer, donc il me faut de l'aide. C'est la seule chose qu'on va pouvoir faire de l'extérieur. Le changement, il est induit, le vrai changement durable qui fonctionne et qui rétablit l'équilibre sur du long terme, il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui vient de l'intérieur. Et c'est vous qui êtes le maître, qui avait la pleine capacité justement de réactiver et de rééquilibrer ça. Donc prenez ces choses en main et voilà. Et surtout, en fait, si cette vidéo elle vous a servi, elle vous a été utile, n'hésitez surtout pas à la partager, à aider les gens autour de vous à qui ce message ferait du bien et pourrait résonner avec eux et leur permettre justement d'ouvrir un petit peu leur vision et de leur permettre encore une fois de prendre leur santé en main, parce que de voir quelqu'un souffrir, on ne souhaite ça à personne. On a tous envie que les gens autour de nous, que le monde aille mieux, et donc c'est par le biais du partage et de l'éveil de la conscience qu'on y arrive. Donc n'hésitez pas à partager, c'est notre force, c'est de prendre soin les uns des autres et de faire circuler l'information. Donc j'ai aucune prétention, j'ai rien inventé, je transmets, j'entends, je rassemble, je concentre et je transmets, je donne et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à faire pareil et ce serait super. Merci.